Bien écoutez, merci d'être restés si nombreux pour la dernière session du congrès et de la journée. Je vais essayer de vous offrir des cadeaux, surtout au niveau des options, pour vous expliquer qu'il n'y a pas qu'une façon de se lancer dans le portfolio. Il y a plusieurs options, donc on va regarder ensemble 3 stratégies. Alors, j'ai utilisé le mot stratégie parce que c'est un buzzword, mais en fait, c'est 3 façons de se lancer dans le portefeuille. Avant de commencer, grand merci encore une fois pour tous les sponsors pour nous avoir accordé ce plaisir et cette opportunité de se revoir, de se reconnecter. Donc sans eux, ce n'était pas possible. Donc merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Odile Moreau, donc. Je suis SPCT pour Capgemini depuis 2018. Et en fait, ma connaissance de SAFE remonte à 2012, où j'ai été lancée un petit peu dans le grand bain pour accompagner un grand groupe hollandais, Philips, à se transformer. On parle de 150 trains sur 5 ans. J'ai fait pas mal de rôles. J'étais RTE aussi pour un train. C'était super génial. Et en 2019, je suis rentrée en France et maintenant, j'ai aussi une expérience française et pas seulement internationale. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir un petit peu les différentes stratégies et les contextes. Et puis, j'ai été embarquée dans le LPM, pas dès le début, parce que, pour être tout à fait honnête, au début, on regarde déjà le train, le programme, on apprend. Ça met pas mal de temps pour monter en maturité, mais dès 2014, j'ai été aussi amenée à accompagner ces LPM. Donc voilà un petit peu mon voyage dans la découverte du LPM. Donc un petit récap très rapidement pour ceux qui ne savent plus ce que c'est. Donc le LPM, c'est une des 4 configurations de SAFE. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais s'il y a de la valeur, on le fera. Et en fait, on a tous les ingrédients nécessaires pour avoir quelque chose qui marche. Donc non seulement les rôles, les artefacts, les outils qu'on va mettre en place pour découvrir, tiens, un portefeuille, c'est quoi, quelle solution on a. Bon, je ne vais pas vous refaire le cours sur et la discussion sur les chaînes de valeur, de développement qui sont super importantes. Et en tout cas, voilà tous les bons ingrédients. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne vais pas aller dans les détails sur qu'est-ce que c'est qu'une EPI, comment on l'a décrite, parce que là, je pourrais vous en faire un roman et on pourrait faire un congrès de 3 jours sur ces thèmes-là. Mais je vais surtout vous parler de comment le mettre en place. Et pour cela, on a l'implementation roadmap. Alors moi, en 2014, elle n'existait pas. L'implementation roadmap, c'était une slide, c'était Train People, Launch Train. Génial. Donc pour se mettre au LPM, c'était pas si évident que ça. Mais effectivement, depuis la version 4.5, je crois, cette implementation roadmap. Alors ça, c'est la version 5.1, c'est la nouvelle version. Quand j'ai commencé en 2014, donc ça n'existait pas. Et le LPM, on verra. Donc avec cette implementation roadmap, ce qu'on voyait dans la version 4.5, 4.6, c'était que le LPM, c'est un aboutissement en fait d'une transformation et c'est l'aboutissement en fait, c'est tout un travail de découverte et on ne lance pas nécessairement un portefeuille dès le début. Par contre, ce que l'on a vu avec l'expérience, c'est qu'on a rajouté également, au niveau de Train Executive Managers and Leaders, on commence déjà à avoir la discussion sur le portefeuille. Parce que vous le voulez ou pas, les gens, ils écoutent, ils voient ce qui s'organise et ils se demandent « Et le portefeuille, quand est-ce qu'on commence ?» Donc ça, c'est intéressant et je pense que c'est une valeur qui a été ajoutée. J'aurais bien aimé avoir ça en 2014 parce que sinon, j'aurais moins un peu ramé. Mais bon, je n'aurais pas appris autant. Donc ça, c'est encore super intéressant. Donc si vous voulez lancer dans le portefeuille, vous verrez dans ma conclusion, j'y reviendrai, cette importance de l'éducation. Donc on va commencer par le premier cas. Le premier cas, je l'appelle le cas d'école. Vraiment, Implementation Roadmap. C'est le suivi, comme dit SAFE dans l'implementation roadmap. Et je l'ai vécu donc en première ligne dans une entreprise d'assurance. Ce n'est pas une entreprise française, c'est une entreprise hollandaise, mais ça, c'est pas grave. Et je vous explique un petit peu le contexte. Donc, le leader sur le marché, surtout dans certains types d'assurances, mais
Les fintech arrivent. Hein, on est en 2014, les Pays-Bas, la dérégulation du marché fait que cette entreprise commence à se poser des questions. Parce que pour lancer un nouveau produit, par exemple, une des fintech, j'ai été cliente de chez eux, donc je peux vous le dire, par exemple, avec WhatsApp, vous pouviez mettre un petit emoji montagne, bras cassés, ski. Il savait que tu avais eu un accident et il t'envoyait le formulaire en ligne pour te dire prends une photo de l'hôpital, prends une photo de ce que tu as et on se charge du reste. Donc cette entreprise, elle, c'était plutôt je t'envoie les formulaires, d'ici 15 jours, tu auras le premier contact avec ton assureur. Donc voilà, ça c'était vraiment l'urgence, le sens de l'urgence, hein, ce fameux sens de l'urgence. Également, si on lançait des produits innovatifs pour nos clients, on mettait 6 mois, 9 mois, alors que les fintech, en 15 jours, ils lancent un prototype et ça y est, c'est parti. Donc ça, c'est important. Et puis, cette pensée client, hein, comment on peut simplifier notre relation avec nos clients, comment on peut vraiment les écouter. Ça, c'était aussi une petite révolution au niveau de cette entreprise. Ils avaient commencé des projets agiles. Projet agile, un peu oxymore, mais c'est pas grave. Ils avaient déjà lancé l'agilité au niveau des équipes, ils faisaient toujours des projets, un petit peu de waterfall. En tout cas, ils avaient déjà expérimenté. Et donc, en 2014, moi, quand je suis allée, ils se sont dit, bon, allez, là, on veut vraiment lancer des grands trucs. On a besoin de plusieurs équipes. Donc, voilà. Comment on va faire? Donc, on a suivi l'implementation roadmap. Déjà, on a parlé go safe ou pas. Bien que ça n'existait pas, hein, on le faisait déjà parce que en fait, hein, la roadmap, c'est les expériences des SPC et des SPCT dans le monde. Hein, c'est pas plus que ça n'a pas été inventé par eux. Aussi, éducation, hein, de quoi on parle? Ah ouais, chaîne de valeur, ouais, portefeuille, produit. Ah, et les projets, alors dans ça, chef de projet, il est où? Donc ça, c'était aussi important. Et puis, commencer déjà à regarder, cogiter sur les chaînes de valeur. Donc, quels sont nos grands flux de valeur, métiers. Donc, ouais, allez, on prend l'assurance, par exemple, accident, ou est-ce qu'on va aller dans la retraite, ou est-ce qu'on va aller faire autre chose. Donc, ces choses-là, c'est très important. Et puis aussi, le focus donc, sur les solutions digitales. Hein, encore une fois, les fintech étaient à la porte, donc il fallait se lancer. Et puis, à la suite de ça, on a lancé le premier train. Très bien, ça a bien marché. Hein. Au bout de 3 PI, on voyait déjà une certaine maturité, on voyait déjà des résultats très concrets. Et là, on se repose la question, ouais, mais on a encore pas mal de trains à lancer, hein, surtout dans les solutions digitales. On n'a lancé que quelques-unes. Comment on va faire et comment on va faire en sorte qu'on va pouvoir répartir les budgets, qu'on va pouvoir prendre des décisions stratégiques hein, sur quelle solution on va investir en premier, quelle sera la deuxième et tout ça. Donc, rebolote, rééducation. Alors là, à l'époque, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas le workshop, il n'y avait rien du tout. Donc, prendre sur les expériences, regarder qu'est-ce qui fait du sens. Heureusement, il y avait Leading Safe hein, qui parlait déjà du portefeuille avec les trois grands thèmes. Donc, on pouvait avoir cette discussion. Et puis, ensuite, donc, quel est le deuxième train, le troisième train, le quatrième train, le cinquième train pour lancer les choses et ensuite vraiment se focuser sur le premier portefeuille. Donc toutes les solutions digitales pour le consommateur hein, pour aller le lancer. Alors, si on suit cette approche qui a été très bien appréciée et qui a apporté du résultat dans cette entreprise, je ne vais pas vous faire du pipeau. On a mis entre 18 mois pour lancer les premiers trains et au bout de 24 mois, on s'est seulement lancé dans le portefeuille. Donc, on a déjà fait en sorte que l'exécution de la valeur soit plus ou moins mature pour pouvoir se lancer dans les discussions de comment on va gérer ce portefeuille, comment on va faire ces choses-là. Donc ça, c'est important. On a commencé aussi sur des choses très basales ou basiques ou fondamentales, mais qui sont nécessaires et qui sont en fait hein, la visualisation. Si on ne sait pas où sont nos projets ou nos solutions, on ne sait pas où on en est,
On peut bien commencer, mais ça va être un petit peu du bloubi-boulga, comme je le dirais avec Casimir. Donc, important de le faire. Et puis, dès qu'on a la visualisation, on commence déjà les synchronisations. Donc, toutes les personnes, tous les business owners, les epic owners, bon, on ne les appelait pas encore les epic owners, mais les project managers, on se réunit, on parle, on regarde, est-ce que ça fait du sens ? Jusqu'où on va, est-ce qu'on va jusqu'à la fin du projet, certains projets 2 ans. On avait un mix aussi d'épiques et de projets parce qu'on n'était pas encore basculé à 100% et je pense que cette entreprise n'a jamais basculé à 100% parce que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, toutes ces discussions. Et puis, encore une fois, la grande discussion, quand est-ce qu'on redonne les clés et on peut s'occuper de quelque chose, parce que certaines épiques, c'est 6, 7, 8, 12 PI et certains projets, c'est sur 3 ans. Donc ça, ce sont toutes les choses qui sont faites. Et il y a des choses qu'on n'a même pas encore parlé. Donc, au bout de 18-24 mois, on n'avait pas encore regardé le budget, comment on fait la décentralisation. Le budget participatif, on l'a même jamais évoqué. Ça, on ne voulait pas encore créer une trop grande révolution. On avait un budget, on verra comment ça marche. Et puis ensuite, si ça marche bien dans un domaine de valeur, les petits copains, managers, ils se parlent. Tiens, je vois ce que tu fais là, c'est sympa. Vous avez réduit les coûts, vous avez apporté plus de valeur, vous avez réduit le time to market. Comment vous avez fait ça ? Tiens, il faudrait peut-être qu'on se lance. Et puis à un moment, on va parler de portefeuille d'entreprise. Donc voilà un petit peu la première stratégie qui est encore une fois, moi je pense, très très bien. Si vous n'avez aucune idée de comment se lancer, déjà faire en sorte qu'il y ait des trains qui marchent. Mais alors pas des pseudo-trains qu'on en a parlé ce matin avec David, vraiment des trains qui apportent de la valeur, qui travaillent sur des choses très concrètes pour se lancer. Si vous avez le temps, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez très bien faire ça et ça marchera. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui peut très bien se faire. La deuxième stratégie, ou le deuxième cas que je vais vous présenter, c'est complètement l'envers. C'est ce qu'on appelle en fait l'approche top-down. Et ça, c'est dans un aéroport. C'est pas l'aéroport de Paris, je vous le dis tout de suite, c'est encore aux Pays-Bas, donc il n'y a pas beaucoup d'aéroports aux Pays-Bas, mais bon. Là, une approche complètement différente, un contexte tout à fait différent. Le contexte, c'est que je suis arrivée en 2015 où l'entreprise était en train de regarder ses thèmes stratégiques. Bon, ils n'appelaient pas ça des thèmes stratégiques, mais la stratégie 2015-2020 avec des grands chamboulements, des grands thèmes, par exemple, être l'aéroport digital numéro 1 d'Europe, parce qu'ils ne peuvent pas l'être en taille. C'est aux Pays-Bas, donc ils n'ont pas de, à moins qu'ils créent un pôle d'air et qu'ils fassent des choses. Également aussi beaucoup de bureaucratie. Bien que ce soit un aéroport, que ce soit stratégique non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour le pays, c'était une machine à papier. C'était le ministère des Transports, par exemple. D'ailleurs, il s'appelait comme ça. Et donc, lenteur absolue au niveau de prise de décision des projets. Entre 6 et 9 mois pour prendre une décision sur un projet. Alors, je ne vais pas vous faire non plus des monts et merveilles, mais bon, c'était quand même des budgets assez importants. On parlait de dizaines de millions d'euros jusqu'à une centaine de millions d'euros. Par exemple, comment on rénove une piste d'atterrissage pour que la 380 puisse amener des gens de Dubaï et les expédier. Oui, ça, ce n'est pas des trucs qui coûtent une dizaine de milliers d'euros. Et surtout aussi, grande dépendance avec des fournisseurs de solutions. Et là, je ne parle pas seulement de l'IT, je parle aussi de projets infrastructurels. Donc, par exemple, comment on va changer les lumières LED dans l'aéroport pour réduire le coût environnemental et aussi les frais d'entretien. Pas de transparence et de suivi des résultats. On écrit un ROI parce que la méthode dit qu'il faut qu'on écrive un ROI. Et au bout de 5 ans, on ne sait pas du tout. Mais par contre, comme le disait Étienne dans l'autre session, on a dépensé 15 millions d'euros. Mais est-ce que ça nous a rapporté quelque chose ? Est-ce que ça nous a... On ne sait pas. Et en fait, le project manager, il est parti, il a fait autre chose. Et puis, on ne regarde pas ces choses-là. Aussi... ils arrêtaient pratiquement aucun projet, même si on le savait que c'était une mourasse et que l'argent,
on ne le reverra pas. Non, arrêter un projet, ça ne se faisait pas parce qu'il y avait aussi la réputation du project manager, du programme manager qui est aussi en ligne. Hein, donc ça, c'est important. Quand je suis arrivée, il y avait très peu, on parlait très peu encore d'expérience agile. Il y en avait en place, c'est surtout au niveau du digital, de l'IT. C'était des petites équipes. Ils commençaient déjà à parler d'un premier train qui a d'ailleurs été lancé avec des super résultats. 99,9% de leurs projets, c'était en mode waterfall. Et encore une fois, des grands projets de plusieurs années. Donc, les étapes qu'on a fait, vous allez voir encore un petit peu des analogies avec ce que j'ai fait dans le premier. C'est qu'en fait, on a déclenché cette pensée LPM grâce à une reclassification de leurs projets et de les assets. On a commencé avec un portefeuille d'assets, 32 millions d'assets, et en fait, c'était trop gros pour gérer les choses, donc ils ont décidé de regarder avec des flux de valeurs. Alors par contre, les flux de valeurs, avant, ils avaient leurs assets, par exemple. Alors, tous les ascenseurs, c'est une catégorie d'assets. Hein, c'est génial. Toutes les lumières de la cantine, c'est des assets. Et nous, on a regardé, non mais il faut regarder comment les clients, les passagers vivent cette expérience. Donc par exemple, on avait reclassifié par exemple le parking, expérience parking. Donc tu arrives avec ta voiture, tu payes 35 € par jour, et oui, c'est les Pays-Bas, tu gares et 3 jours après tu reviens, et quels sont les assets qui vont être utilisés par l'utilisateur. Et ça c'était vraiment une petite révolution. Donc, bien que ce ne soit pas des flux de valeurs comme on les connaît, on a déjà eu cette chose-là. Et ça, c'était très innovant. Et ça a permis d'aller un petit peu au-delà. Oui, tiens, si on a des portefeuilles basés sur la valeur, donc on n'aura pas que des ascenseurs, un portefeuille ascenseur, mais on aura par exemple premier étage, voilà, le lounge, où il y a les visiteurs et les passagers. Ils peuvent encore se dire au revoir, merci, ils peuvent encore boire une bière. Et ensuite, ils passent au-delà de la sécurité. Sécurité, tiens, ça c'est une zone parce qu'on a des assets, hein. On a les scanners, les body scans, des trucs comme ça. Ça, c'est des choses très particulières, ça apporte une autre valeur. Donc ça a été super intéressant pour... tiens, il y a quelque chose qui cloche. Pas qui cloche, mais qui est en lien avec ça. Éducation aussi, encore une fois, hein, c'est quoi un portefeuille, comment on va le gérer, c'est quoi du lean, c'est quoi une chaîne de valeur. On a entendu parler de story, de features, d'épiques, on a entendu parler des business owners, qu'est-ce que c'est ça et comment on peut les utiliser. Et puis, très rapidement, ça s'est passé en 2-3 semaines, hein, les discussions ont été vraiment accélérées, atelier de définition de la vision et des ambitions du portefeuille. Ça, c'est super important. Il y avait des gens qui pensaient ça, il y avait des gens qui pensaient ça. Donc, on s'est tous mis d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire avec ce portefeuille 2.0. Qu'est-ce que ça va nous apporter et comment, donc, on va utiliser la nouvelle classification pour faire ces expérimentations-là. Et puis, ensuite, mise en place d'une petite équipe pluridisciplinaire. Vous verrez, j'ai des photos parce que je sais que vous aimez bien les photos parce que c'est la vraie vie. Une petite équipe, hein, mais en mode agile. Donc, on les a formés. Alors là, on a fait du Scrum. Hein, on a fait du Scrum Ban. Hein, on a utilisé la visualisation et tout ça. Et on a inclus les fournisseurs clés parce qu'ils apportent de la valeur dans ce que je vais vous montrer, hein, dans la priorisation des choses, dans le business case. Il faut qu'ils participent. On a lancé ça et mon brief, moi, que j'ai entendu, c'est on le fait pendant 6 mois. Et une des choses qu'il faut qu'on puisse réaliser, c'est de réduire le temps de décision, qui est maintenant de 6 à 9 mois. Il faut qu'on le réduise à 6 semaines. Je ne sais pas si vous connaissez How I Met My Mother, la série télé. Challenge accepted. Allez, on se lance, on y va. De toute façon, on ne pouvait pas faire pire que 6 mois. Hein, donc, on aura toujours gagné quelque chose. Est-ce qu'on ira à 6 semaines? Ça, je ne sais pas. On se lance. Et notre approche, ça a été... On ne va pas faire du grattage, hein, on ne va pas faire des bouquins, on ne va pas documenter tout ça. On va déjà penser, on va le faire, on va se planter, où ça va marcher, on va apprendre et on va améliorer petits pas.
Et ça, c'était aussi révolutionnaire, hein, parce qu'ils aimaient bien le grattage de documents dans cette entreprise. Mais on s'est dit non. Et puis, on va surtout collaborer et on va communiquer. Donc, résultat, au bout de 6 mois, on rend la copie. On a vraiment fait un super boulot. Enfin, moi, j'ai rien fait, hein, c'est l'équipe qui a fait ça, mais visualisation des initiatives. On a regardé tous les blocages. Donc, par exemple, hein, un fournisseur ne nous donne pas son cahier des charges ou les coûts, eh bien, on ne le savait pas. Hein, il n'y avait qu'une personne qui le savait, et si cette personne partait 6 mois en vacances, ben, on oubliait. Donc ça, c'était super important aussi de bien visualiser. On ne savait même pas non plus combien d'initiatives on avait, ou des grands projets. Hein. On en a visualisé 150, mais pour être honnête, il y avait peut-être un millier de projets en même temps. Donc on s'est encore une fois bien focusé sur des choses. On a amélioré la relation avec les fournisseurs, parce que les fournisseurs s'étaient traités, bon, allez, moi c'est le client, je suis l'aéroport, tu me fais mon devis. Et puis ensuite, il y a un jeu qui se... Hein, bah allez, tu me donnes 50% parce que je sais que tu as fait un autre projet. Et puis, tiens, si je te donne ce lot-là, tiens, on va le donner à l'autre concurrent. Comme ça, on va voir comment vous faites les choses. Alors là, on a cassé les silos. On s'est dit, de toute façon, on n'y arrivera pas tout seul. Et on veut du win-win. Donc, dans l'élaboration des lean business case et tout ça, faut qu'on y mette tous les deux un petit peu de win-win. Sinon, c'est du lose-lose. Et voilà. On a également énormément fait de travail. Encore une fois, l'équipe a fait énormément de travail sur l'allègement de la bureaucratie, hein, la paperasse. Donc, on a utilisé le Lean Business Case hein, de SAFE, les points. Hein. On a essayé de faire ça en points et pas d'avoir à la point-virgule si c'était 250 390,57 € cents. Ça, on ne l'a pas fait. On a aussi introduit la notion de MVP parce que c'était important pour les fournisseurs de pouvoir comprendre, tiens, on va essayer de nouvelles technologies. On ne va pas le faire déjà dans toutes les choses, on va déjà le faire dans une petite zone qu'on avait bien délimitée et on va regarder si ça marche. Puis si les clients sont contents, si les stakeholders sont contents, on va améliorer toutes ces choses-là. Au bout de 6 mois, challenge accepted, challenge great, hein, on l'a fait. On a réduit effectivement... alors, il faut que je vous dise... On n'a fait que la première partie du funnel, hein, du portfolio. On l'a fait, on a une idée, on a un grand projet, jusqu'au backlog pour l'implémentation. Donc les 6 mois qu'on a réduits, c'était cette partie-là. C'est la partie discovery qu'on appelle. Parce qu'en fait, ils s'en foutaient complètement si ils mettaient 3 ans, 5 ans. C'était pas le brief hein, de ce qu'on voulait. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dans les grandes leçons... moi, ce que j'ai vraiment apprécié, ce qui a vraiment marché, c'est qu'il y avait un sens de l'urgence. Hein. Il y avait une burning platform. Hein, donc, on l'avait, la burning platform. Puis, elle sentait mauvais. Hein. On avait également aussi un sponsoring. Hein, quelqu'un qui s'est formé, quelqu'un qui était curieux, qui a été là pratiquement tous les jours pendant 6 mois. Je ne sais pas il n'a pas dû partir en vacances entre-temps. Et on avait tous les leaders des zones, hein, des assets qui étaient là aussi. Donc eux, ils venaient toutes les 3 semaines parce qu'on avait un cycle de 3 semaines. On ne faisait pas du software, hein, on faisait de la paperasse. Mais en tout cas, qu'ils étaient là, qui nous donnaient aussi du feedback et qui nous ont également laissé un petit peu le libre cours. Ce qu'on a fait, bon, c'est du hollandais, hein, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire ce qu'on a fait, mais on avait le board hein, des améliorations. Dès qu'on avait une amélioration que nous, on ne pouvait pas aller, les leaders venaient, bon, qui prend celle-là hein, en charge. Vous voyez, je ne sais pas si en haut, vous avez les wham-boom. S'il y avait un ticket qui ne bougeait pas, on mettait ça comme ça, donc ça faisait du PEP pour que les gens s'approprient les problèmes et qu'ils trouvent des solutions. Et puis, ce qui a été formidable, c'est la petite équipe. Donc, il n'y a que 2. Je ne me souviens plus du monsieur, mais la jeune fille, je m'en souviens toute ma vie. Elle s'appelle Sabine Snoepel. Elle avait 23 ans. Elle venait de finir ses études. Et elle a fait un super rôle de product owner, quoi. Elle s'est complètement lancée cœur et âme. À la fin, elle savait plus de l'agilité que moi. Et c'était vraiment Miss Dynamite. Alors avec moi, c'était Duracell Bunny, c'était génial. Elle a vraiment construit ces choses-là. Et moi, je pouvais laisser ces choses. Je savais qu'elle était vraiment là pour faire avancer les choses. Alors,
vous allez dire, ah génial Odile, Dream Team, ouais, mais il y a aussi des choses un petit peu plus sombres. Malheureusement, il n'y avait pas de volonté donc d'aller au-delà du portefeuille bout en bout, hein. C'était seulement la partie Discovery. Et ça, c'est très dommage, hein, parce que quand on sait que certains projets mettent 5 ans pour être faits, là, on aurait pu faire vraiment des économies d'échelle et de faire du time to market, hein, pas d'attendre. Mais bon, comme ils changent leur façon de voir les assets, je pense que les utilisateurs de l'aéroport ont pu voir quand même des accélérations. Alors là, le pire, moi, ça m'a fendu le cœur quand j'ai entendu ça, parce qu'on avait tout mis en place et on pouvait faire perdurer cette chose. C'est que, non, merci, 6 mois, on a fait une expérimentation, maintenant on revient quoi. Donc Sabine, heureusement Sabine, elle a été prise dans les équipes digitales parce que toute l'expérience qu'elle a fait, les fournisseurs se sont dit ouais mais nous on aimait bien tous les mercredis, on faisait un démo, en plus on pouvait parler, et puis on avait des conversations vraiment sincères, hein, sur les coûts, comment on peut trouver des solutions. Ça c'est fini aussi. Et puis la livraison, on ne l'a pas touché, hein, donc c'était vraiment en mode projet manager, programme manager, voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage, parce que je pense que ça aurait pu être quelque chose qu'ils auraient pu pérenniser, mettre en place, et puis aussi accélérer le reste. Je ne sais pas ce qui s'est passé au bout de 6 mois, parce que moi j'ai fait autre chose. Je suis toujours un petit peu en contact avec Sabine, je pense qu'il ne s'est rien passé, et ils font toujours les projets et le portefeuille un petit peu différemment. Mais bon, ça c'est dommage. Alors, je regarde le temps parce qu'il faut que j'accélère un petit peu. La troisième, donc c'est celle-là où j'ai le plus d'affinité, et c'est celle-là que j'appelle en fait la stratégie transversale. Alors, j'ai eu la chance de le voir dans une grande entreprise de transport franco-néerlandaise. Vous voyez laquelle. De toute façon, c'est pas un secret ce que je vais vous dire, parce que Gaël Germanaz, qui était le portfolio manager, a présenté en 2019 tout ce qu'ils ont fait. Donc, si vous voulez vraiment aller dans le fond, parlez-en à Gaël. Il est toujours lead portfolio manager chez Air France KLM. Ça, vous pouvez vraiment le voir. Mais ce qui était intéressant, dans l'autre entreprise, un grand constructeur européen, qui a un petit peu rapport avec les avions, leur contexte, c'était un petit peu la même chose, hein. Donc, ils avaient déjà lancé 1 ou 2 trains, ça marchait pas mal, il y avait de la vélocité, il y avait de la prédictibilité, encore une fois, une certaine maturité pour se lancer. Mais en fait, les solutions, les trains n'avaient pas suivi une chaîne de valeur de développement, donc il y en avait un petit peu partout. Et donc, si on voulait construire un portefeuille, c'était un petit peu difficile de rassembler les choses pour rassembler les choses, hein. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu mets des équipes ensemble que c'est un vrai train. Et c'est la même chose avec tes solutions, avec ton portefeuille. Donc, il y avait vraiment aussi, je ne vous mens pas, hein, ces entreprises-là, hein, dès que le baril de pétrole a fait 1 eurocent de plus, dès qu'il y a un nouvel entrant, par exemple de la Chine, qui invente des machines volantes, ou un avionneur d'autre part, vraiment la stratégie, là, il faut qu'ils la repensent. Avec le Covid, heureusement, ils se sont plutôt bien sortis, surtout une entreprise par rapport à l'autre, parce qu'ils avaient déjà anticipé ces choses-là. Donc le sens de l'urgence était là, hein. Encore une fois, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Et puis, ce qu'ils voulaient, safe c'est bien, mais safe c'est lourd, et puis c'est américain, c'est pas inventé ici, et puis c'est en anglais, bien que ce soit des entreprises internationales, hein. Donc on veut quelque chose qui pourrait marcher, mais on ne veut pas nécessairement attendre 28 mois ou 36 mois pour que ça marche. Donc, à l'époque, surtout Air France KLM, on a beaucoup parlé, on a beaucoup cogité comment on fait ça. Et en fait, la décision, c'est pourquoi on ne commence pas à avoir un portefeuille, mais au lieu de l'avoir en haut avec des grands épiques stratégiques, pourquoi on ne le met pas en place au niveau de la solution ou au niveau du train ou du programme? Parce que pour être tout à fait honnête, nos features, quelquefois, ce n'est pas des features, hein. Ça va mettre peut-être 2-3 PI. Et comme ça, on peut déjà s'entraîner. Donc, les grandes initiatives qui n'ont qu'une implication très ponctuelle sur une solution,
on va déjà essayer de les construire. Donc on va trouver des épiques, on va rajouter dans notre Kanban au niveau du programme, voilà, grande idée qui passe pas dans une features, analyse, découpage, backlog, et puis ensuite c'est ready pour le PI planning des équipes. Donc ça a été aussi intéressant pour voir que si on n'arrive pas en temps et en heure, ça ne marchera pas. Monter en maturité, les rôles, on avait des epic owners, c'était des project managers, mais on les appelait des epic owners. Et puis petit à petit, ça marchait bien, et ça, on a pu répliquer ça dans d'autres portefeuilles, dans d'autres trains, parce que c'est facile à porter, c'est facile à comprendre. Et puis, petit pas, si on voit qu'il y a beaucoup de solutions qui font du sens d'être ensemble dans un portefeuille, on va les merger. Et puis, on va passer à la vitesse supérieure. Et puis, pourquoi pas, la vitesse entreprise. Donc, ça, c'est important. Et c'est Gaël qui a même suggéré les poupées Matrouchka. On commence petit. Et puis, petit à petit, on peut englober pour que ça fasse en fait une approche très pragmatique. Ça utilise les bons trucs. Il y a des trucs qu'on a un petit peu abusé pour que ça rentre dans les cases, mais c'est pas grave parce qu'on apprend. On est là pour apprendre et améliorer. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, encore une fois, si vous voulez tout savoir sur la référence, allez-y, la vidéo, elle est sur YouTube. Il n'y a que 269 vues, mais j'espère que demain soir, il y en aura au moins 300. Donc, les grandes leçons. En fait, cette approche, moi, je l'aime bien parce qu'elle est très pragmatique. Et on peut y aller un petit peu en mode on va expérimenter. Si on se plante, il n'y aura pas trop de choses. Et puis, si on a le bon mode, on va pouvoir éduquer nos copains et nos copines pour pas qu'ils retrouvent qu'ils réinventent la roue. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a fait ces choses-là. On a abusé quelquefois un petit peu de l'epic statement, des trucs comme ça. C'était pas vraiment ça, mais c'est pas grave parce que ça marche pour eux. Encore une fois, Safe, c'est de la contextualisation. C'est une boîte à outils. Safe by the book. La personne qui a pensé Safe by the book, et d'ailleurs Dean Leffingwell le dit, non, il faut que tu t'appropries, il faut que tu regardes dans ton contexte et tu utilises, mais il ne faut pas perdre de vue les principes, parce que les principes, ça c'est universel. Donc ça, il faut le faire. Donc, étendre le Kanban du programme. Donc vous voyez là, dans l'autre entreprise française du sud de la France qui fait des... pas des avions, mais des autres trucs qui volent. On a fait... d'éducation, on a fait... alors là, par contre, là, c'était sympa parce que c'était en 2019, avant le Covid, donc on était face à face, et il y avait le workshop, et il y avait le cours. Donc là, on n'avait plus à réinventer les trucs, c'était vraiment bien. Et puis, ce que j'aime bien, c'est 2 jours où on apprend des choses, on s'engueule un petit peu parce que, ouais, mais nous, on appelle ça comme ça. Et puis, le 3e jour, on le met en pratique. Donc, en fait, c'est très, très chaud dans la tête. On a tous les stakeholders. Je ne me souviens plus de leurs prénoms et de leurs noms, mais en tout cas, ils avaient des positions au niveau de la solution. Il y avait des business owners, il y avait des project managers, il y avait même le LPM. Il n'est pas là, mais je m'en souviens de qui il est. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut regarder, tiens, comment on va faire ces choses-là. Donc ça, c'est super sympa. Et puis, une fois que c'est mis en place... c'est là qu'on voit la magie qui s'opère. C'est là que moi, je peux quitter l'entreprise parce que je sais que les conversations, elles sont bonnes. Je sais qu'ils ont vraiment la bonne attitude pour faire avancer les choses. Et ils le feront à leur propre rythme, encore une fois. Par exemple, cette équipe, elle parle toujours du portefeuille au niveau de toutes les solutions digitales pour leurs hélicoptères. Je vais le dire, c'est leur Airbus hélicoptère. Mais elles sont restées au niveau de leur programme parce que les autres trains, en fait, ils sont OK comme ça. Et puis, il y a eu des changements au niveau de ce qui s'est passé avec le Covid. Il y a eu des changements des personnes au plus haut niveau. Donc, pour eux, ça marche bien comme ça. Et ils continuent à s'avancer à petits pas. Au niveau d'Air France KLM, voilà un petit peu là où ils ont été un petit peu plus loin. Donc, ils ont mis en place le budget participatif pour toutes les solutions digitales. Donc là, on a 15 trains.
Et c'est pas seulement commerce, c'est commerce digital, c'est cargo, et puis il y avait operation qui commençait moi quand j'ai quitté l'entreprise. Donc là, on voit vraiment ces choses-là. Ça, c'est une vraie photo, c'est pas photoshopé. Hein. On a en fait le budget participatif, comme il faisait déjà des PI planning, ça fait pas peur de se rencontrer avec 120 personnes. Là, il y avait environ 80 personnes la première fois. Et puis, les EPIC, ils connaissent, même si ce n'est pas des EPIC à 100% ce que SAFE dit. Il y a les entreprises, architectes d'entreprise et les business owners qui viennent. Ils sont bien alignés et puis, voilà, ils font des petites itérations. Et en une journée, ils ont présenté leur plan. Et ensuite, le LPM, lui, peut prendre la décision parce que c'est une décision qui a été prise collective. Et si le LPM prend une autre décision qui n'est pas basée sur leur boulot, je peux vous dire que ça va cogner un petit peu. Donc il y a vraiment le collaboratif et le respect de ce qui se passe. Et donc voilà un petit peu. Et puis ensuite, ils ont amélioré avec les APMO, les business owners et tout ça, les epic owners. Donc voilà un petit peu l'histoire. Alors en conclusion, et je ne sais pas si vous avez bien écouté, mais en fait, je vais vous offrir une 4e stratégie. C'est ça le petit cadeau que je voulais vous offrir pour la fin de la journée. En fait, que vous commenciez du haut, que vous commenciez du bas ou que vous commenciez en transversal, ça, c'est propre à vous. Hein, c'est votre contexte qui le dit. Ce n'est pas nous, les SPCT et les SPC, qui va vous dire « non, il faut faire ça, il faut faire ça hein, ». Ne dites pas « ouais, j'ai écouté Odile, elle m'a dit de faire ça hein. ». Je ne vous ai pas dit ça. Par contre, la stratégie, ça c'est pareil, je l'ai découverte et je l'ai redécouverte parce que dans le portfolio workshop, ils l'ont mis. Alors, ils ont bien mis que c'était un exemple hein, pour un certain client, mais en fait, les étapes, elles sont très simples. Déjà, comprendre les concepts du LPM. Là, on fait du brain surgery. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on s'aligne. Hein. Quand on parle de portefeuille, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle d'une épique de portefeuille, qu'est-ce que c'est ? Hein, quand on fait une décision basée sur la valeur économique du résultat, qu'est-ce que ça veut dire hein, quand on demande qu'est-ce que c'est le portefeuille, à 30 personnes d'une entreprise, on a 30 réponses différentes. Donc ça, il faut bien s'aligner. Ensuite, où est-ce qu'on en est maintenant ? Et là, on ne va plus se mentir, hein, on va dire les choses qui sont bonnes et les choses qui ne sont pas bonnes, et on va regarder où on veut aller. Donc, que ce soit des méga ambitions ou des petits pas, il faut le faire. Ensuite, il faut définir le portefeuille. Hein, même encore une fois, si ce n'est pas parfait, pour nous, le portefeuille qu'on va gérer, voilà, ce sont ces solutions-là qui vont être mises en place par ces chaînes de valeur grâce à ces trains ou ces large solutions. Donc, encore une fois, hein, ça vaut le coup déjà d'avoir ces discussions. Ensuite, on va former une équipe LPM, donc pluridisciplinaire, avec les business owners, les fameux business owners qu'on a parlé ce matin avec David. Ils reviennent, eux, parce que c'est eux qui vont porter des grandes choses, qui vont aussi aider avec tiens, je veux plus de budget, ou tiens, je te laisse ma place, là, c'est pas grave. Ensuite, il faut se lancer. Hein, arrêter de faire des plans, des bouquins de 36 pages que personne ne va lire. Un petit truc, un petit graphique et on se lance. Et puis, on va, comment on sait que ça marche ou pas ? Donc, les métriques. Donc là, je vous réfère au nouvel article hein, sur les métriques, il est très bien fait. Nous, on a fait des trucs, c'est jamais parfait, mais en tout cas, ça nous aide. Ensuite, on se lance, on apprend, on améliore, parce qu'on peut toujours améliorer. Si on se plante, génial, parce qu'on va s'améliorer. Et, alors ça c'est pour les Français en particulier, célébrez vos résultats, parce que ça, encore une fois, même si ça a été mis en place un petit peu plus rapidement que ce qu'on avait vu dans d'autres entreprises, il faut célébrer ces petites choses. Il faut vraiment mettre en œuvre et dire, tiens, tu vois, là, on est passé de ça à ça. On a été beaucoup plus rapide, on a été beaucoup plus collaboratif. Et quand on passe au CODIR, c'est plus une bataille. Hein, on est bien aligné. Donc voilà. Et puis, le dernier conseil, même si ça va plus vite en transverse, c'est pas un truc qu'on met en place en 5 semaines, encore une fois. Donc, ce que j'ai fait à l'aéroport à Amsterdam, hein, c'était parce que le brief était tout petit. Hein. Donc, voilà un petit peu mes retours d'expérience. Et on va prendre des questions, peut-être, si j'ai encore le temps. Très bien. Merci beaucoup, Odile, de ton intervention.
J'avais une question, Odile. Oui, David. Un LPM sans train. Ouais, l'aéroport d'Amsterdam, ça répond à certains besoins. Dans ce cas, transparence, collaboration. Mais c'est un LPM qui n'avance pas. Parce qu'il n'y a pas le pouvoir d'exécution. Donc si vous n'avez aucun problème d'attendre 3 ans pour qu'il y ait une initiative qui se mette à jour et que vous attendez la dernière minute pour la montrer aux clients et vos clients disent « ouais, c'est génial, c'est ce que je voulais il y a 3 ans », c'est OK, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Donc c'est pour ça que je préfère le transverse et le bottom-up. Il faut déjà avoir un pouvoir d'exécution. Sinon, c'est un portefeuille, c'est bien sur le papier, mais ça ne va pas vous changer la vie. Très bien, merci. Et en effet, il y a le Rôti Express pour avoir votre feedback à chaud qui est affiché. Je vous invite à flasher le QR code. Merci encore, Odile, et merci à tous. Merci beaucoup.